Allô, c'est Solveig Et Rosemary. et le titre de notre travail aujourd'hui s'appelle Sorcière et résistance dans La femme qui fuit. La femme qui fuit, c'est l'artefact qu'on a choisi. C'est un livre qui a été écrit par Anaïs Barbeau-Lavalette. L'autrice, elle a engagé une détective privée pour retracer les événements de la vie de sa grand-mère, Suzanne Meluche. Puis, elle réalise au fur et à mesure de ses découvertes que elle a participé au processus de construction du refus global, puis à d'autres luttes vraiment importantes à l'époque. Puis elle décide d'écrire un livre pour rendre compte du récit complexe de sa grand-mère. Donc, la question sur laquelle notre travail va reposer aujourd'hui, c'est donc en quoi la protagoniste de La femme qui fuit s'inscrit dans une figure de la sorcière en refusant d'adopter un rôle féminin traditionnel. Donc, notre balado va reposer sur 3 éléments principaux, soit la religion, la sexualité, la maternité et le thème de la fuite. Donc, avant de continuer sur notre sujet principal, on voudrait juste donner 2 petites précisions sur l'image de la sorcière, puis sur l'idée de la féminité traditionnelle. Donc, premièrement, le rôle traditionnel du féminin, c'est vraiment un rôle fixe. Puis, c'est souvent des personnes qui sont vues comme des mères, des procréatrices, des femmes au foyer ou des personnes soumises au mari et à la religion. Oui, puis deuxièmement, pour la figure de la sorcière, reste à préciser que les significations ont toujours changé en fonction du contexte, en fonction de l'espace-temps. Mais nous, on fait vraiment référence au Moyen Âge, à l'Inquisition, au contexte des sages-femmes, au contexte de la sexualité débridée. Puis, reste à préciser qu'aujourd'hui, ces significations-là, on se les a réappropriées à des fins féministes. Puis, en fait, juste pour créer une vision plus positive puis recontextualiser cette figure-là. Donc, le premier thème qu'on va aborder, qui nous permet de faire le lien entre la sorcière et la femme qui fuit, c'est la religion. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, elle va avoir des réactions, elle va résister à la religion de par ses revendications féministes. Oui, en effet. Donc, la protagoniste va participer au projet du refus global. Puis ça, dans le fond, c'est un manifeste de 1948 qui s'inscrit contre la religion et ses interventions dans l'État. Oui, d'ailleurs, je vais vous lire des petits passages du refus global qui est à la page 155 du livre. Ça commence en disant « Les frontières de nos rêves ne sont plus les mêmes. Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société, se désolidariser de son esprit utilitaire, puis ça finit avec « Nous poursuivons dans la joie notre sauvage besoin de libération. » Comme quoi la protagoniste souhaite vraiment se séparer de l'emprise de l'Église. Aussi, la personnage principale est décrite comme étant une personne vraiment curieuse. C'est une artiste spontanée et impulsive. Puis, elle participe aussi dans plusieurs luttes politiques. Oui, c'est vrai ça. Comme par exemple, quand il va lutter pour les droits des personnes noires à Harlem avec Selena, ou par exemple, quand il va lutter pour les droits des personnes autochtones. Le texte de Ehrenreich et English, à la page 39 et 40, les sorcières sont décrites comme étant vraiment indépendantes et contre quelconque ordre établi. Pour notre deuxième point principal, donc la sexualité et la maternité, il est possible de faire 2 liens principaux entre la femme qui fuit et l'image de la sorcière, de par justement sa sexualité débridée et son rejet pour la maternité. À l'époque de Suzanne Meluche, la sexualité hors mariage, donc non procréatrice et non maritale, était vraiment mal vue puis considérée comme sale. Et c'est exactement ce que fait la protagoniste en ayant plusieurs liaisons, par exemple avec Selena, avec Peter ou avec Jean. Donc, pour faire un lien avec l'image de la sorcière, à la page 32 du texte de Ehrenreich et English, la sexualité des sorcières est décrite comme étant une force incontrôlable, puis reliée au diable. Ouais, justement, puis dans le texte de Catherine Clément, Le Musée des sorcières, elle explique que justement, on considérait les sorcières comme ayant des rapports sexuels avec le diable. Donc, on trouvait que c'était sale, puis que c'était impur. Puis justement, c'était une sexualité hors mariage. Fait en ce sens, ça allait à l'encontre des valeurs religieuses. Comme deuxième sous-thème de la sexualité, il y a le rejet de la maternité par la protagoniste du livre. Il y a aussi le fait qu'elle est décrite comme n'ayant pas un côté maternel naturel.
Puis, il y a aussi le fait qu'elle se fait avorter à la page 260. Tous ces aspects-là, dans le fond, abandonner ses enfants, puis le rejet de la maternité, ça décèle une déresponsabilisation maritale et familiale selon les valeurs de l'époque. Puis, ça ne concorde pas à l'image des femmes traditionnelles de l'époque, encore une fois. Oui, justement, c'est intéressant de constater qu'à la page 260 du livre, c'est un moment où elle se fait avorter. Puis, lors de son avortement, elle va vraiment se conforter dans des pensées sexuelles par rapport à son amant Peter à ce moment-là. Donc c'est intéressant qu'il y a toujours un rapprochement de la sexualité à la religion comme une antithèse en fait, parce que ça fait comme pas trop de sens la sexualité dans le cadre de la religion. Donc ça encore, ça renforce son rejet de la maternité au profit d'une sexualité plus libre en fait. On réalise que c'est tout au long de sa vie qu'il y a eu cette résistance-là par rapport à la religion par le biais de sa sexualité. Donc, pour renforcer ces propos-là, petite mise en contexte, à la page 42, la protagoniste va au confessionnal pour se confesser. Et puis, ça va comme suit. Tu voudrais tant qu'ils se souviennent de toi. Tu as chaud. Tu t'approches de la grille, scrutes du regard, cherches l'homme des yeux et tu sors la langue. Tu la passes lentement sur les trous. Tu cherches un chemin qui te conduira vers lui, vers la lumière. Tu laisses des traces de salive sur le bois verni. Tu glisses lentement ta langue dans chacune des fentes et lui, de l'autre côté, ne parle plus. Tu quittes le confessionnal, une écharde entre les dents. Tu es légère, il ne t'oubliera pas. Donc, c'est ça, en fait, elle contredit. Il y a comme vraiment cette proximité-là de deux éléments contraires de l'Église, puis d'un contexte religieux. Puis dans ce contexte-là, un peu une résistance, quelque chose qui va un peu comme perturber l'ordre établi. Puis c'est ça justement en ayant une sexualité pour le plaisir, puis en vivant très très mal son rôle de mère. Donc par exemple quand il fait adopter ses enfants, on pourrait dire qu'il ne se réduit pas à sa fonction procréatrice. Le fait d'abandonner ses enfants, c'est un péché grave. Puis le péché, ça rapporte au diable, qui rapporte aussi à la sorcière, puisque celle-ci est toujours associée au diable. Puis ça démontre encore une fois qu'elle rejette toute forme de normes traditionnelles imposées aux femmes à cette époque-là. Puis ça fait encore un lien avec les sorcières, puisqu'elles aussi rejetaient toute forme de normativité ou d'ordre normatif. Ces deux aspects-là qu'on vient de développer, la religion et la sexualité avec la maternité, nous mènent au troisième point, qui est la fuite et la mouvance, notamment parce que on va réaliser en fait que lors de ces comportements-là, puis de ces luttes actives, que ce soit conscient ou non, que ce soit à son insu, que ce soit explicite ou non, il va toujours avoir un moment où elle ressent une perte de contrôle, puis qu'elle subit un peu en fait les décisions qu'elle a prises, puis que juste elle se sent pas libre, puis elle se sent enfermée. Puis c'est souvent à ces moments-là qu'elle va adopter des comportements de fuite, qu'elle va se déresponsabiliser. Puis c'est avec ces aspects-là qu'on va tenter de faire le lien entre la protagoniste du livre et la figure de la sorcière. Donc tout d'abord, une signification qui fait beaucoup écho à l'aspect fuite et mobilité de la sorcière. C'est une citation dans un texte qu'on a cité plus tôt, le Musée des sorcières de Catherine Clément. Puis ça dit « Personnage maléfique inventé de toutes pièces, la sorcière chevauchant son balai parcourt l'espace et le temps. » Et puis plus tard dans le texte, ça dit qu'elle a une merveilleuse inclinaison au sortilège. Les personnes sont légères et mouvantes de corps et d'esprit, ayant toujours un pied en l'air. Pas le genre à rester au coin du feu, non, elles se promènent sur les plages. Le fait d'être tout le temps en mouvance, ça rappelle la vie de Suzanne Meloche dans le livre, puisqu'elle est décrite comme fuyant la stabilité. Puis, une phrase à la page 178 du livre le décrit bien, ça dit « Tu as une vie, tu la portes comme un déguisement léger ». Comme quoi, Suzanne Meloche incarnait pas vraiment sa vie, puis comme si un peu elle vagabondait entre les différentes facettes de sa vie. Oui, pour renforcer tes propos, il y a une citation qui témoigne de l'aspect de la mobilité, de l'importance de la mobilité dans sa vie, à la page 242. Le train file, tu respires un peu mieux dans ce mouvement-là, l'horizon mobile te ressemble toujours. Tu prends la main de Peter, elle t'est étrangère, et tu es bien, tu as l'impression de pouvoir t'y déposer, justement parce que tu ne la connais pas, elle te raconte un présent, juste un présent. Puis, concernant l'aspect déguisement,
Tu sais, les déguisements, ça renvoie beaucoup au fait que les sorcières changeaient beaucoup de rôle, puis qu'il y avait comme plein d'identités, puis qui chevauchaient un peu les frontières. Puis justement, ça fait écho au propos du texte de Paul B. Preciado dans son texte Un appartement sur Uranus. Parce que justement, dans ces frontières-là, il y a comme des frontières entre les pays. Il y a la frontière de la catégorie de femmes qu'elle traverse, parce qu'à cette époque-là, ben, c'était surtout une catégorie fixe. Puis il y a aussi, par exemple, la frontière de l'hétérosexualité qui dépasse en ayant des relations sexuelles avec Selena. La protagoniste, elle est dans un entre-deux constant, puis la mobilité, elle est vraiment, elle est très rassurante pour elle. Puis dans ces traversées-là, c'est tout le temps, c'est comme toujours des processus de désidentification, hein, c'est un terme qu'on trouve beaucoup dans les textes de Paul B. Preciado, puis par exemple le désir de trouver une porte de sortie, puis de se fabriquer d'autres identités pour pas se sentir enfermé dans une catégorie fixe. Puis évidemment que c'est à un autre niveau, mais c'est aussi à une autre époque. Donc c'est pour ça qu'on trouvait que ça s'appliquait dans ce cas-là. Tout à fait. À la page 155 de La femme qui fuit, la première ligne dit « Les frontières de nos rêves ne sont plus les mêmes », comme quoi la question de frontières puis de traverser les frontières revient souvent tout au long du livre. Dans l'imaginaire collectif, on a aussi vraiment l'image des sorcières comme étant des personnes revendicatrices, libres, puis constamment dans le mouvement. Puis il y a un passage dans un des textes de Monique Wittig qui le représente bien. Donc ça dit « Connivence, révolution, c'est l'ardeur au combat. Célibataires et dorés libres, on entend leurs ailes déployées. Les cris, les rires, les mouvements, elles affirment triomphant que tout geste est renversement. » Comme quoi, les femmes qui sont dans la révolution et dans le mouvement sont des femmes qui ne respectent pas ou ne cadrent pas exactement dans les normes traditionnelles imposées aux femmes à cette époque-là. Donc, en conclusion, après avoir analysé le point de la religion, de la sexualité et du refus de la maternité, puis de la fuite, on réalise vraiment que le personnage principal de la femme qui fuit, c'est vraiment une antithèse à la catégorie fixe des femmes. Puis, donc, ça ramène toujours, au final, à la catégorie en mouvance de la sorcière. Ouais, puis tu sais, c'est la catégorie de femmes fixe, c'est pas fixe seulement dans le sens que c'est l'opposition à cette mobilité-là dont on parle, c'est aussi fixe dans le sens que sa place, elle changeait pas, tu sais, c'était toujours la place de la femme à la maison. Mm-hmm. Pas, ouais, c'est ça. Ouais, puis c'était vraiment clair dans le livre que justement Suzanne Meloche n'adhère vraiment pas à cette position-là. Mm-hmm. Puis comme mentionné plus tôt dans le podcast, le terme sorcière, c'est vraiment comme un terme parapluie, puis comme un bouc émissaire à plusieurs significations. Toutes les significations qu'on veut lui donner selon les raisons d'haïr les femmes, par exemple au Moyen-Âge. Puis, ben, on trouvait en fait que ça témoignait aussi du rapport de Anaïs Barbeau-Lavalette à sa grand-mère. C'est un peu comme si sa grand-mère, ben, Suzanne Meloche, était sa sorcière à elle, parce que les significations qu'elle lui attribue, elle change vraiment au gré des découvertes qu'elle fait dans le cadre de son enquête. C'est ce qui conclut notre analyse de l'image de la sorcière par rapport à la protagoniste de La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Ici Soleil Dujardin et Rose-Marie Major.